tu veux qu'on introduise, on dit bah voilà, on est là, machin, et après on dit bah pourquoi? Ou Ok. non, n'importe. Ok, dans ce cas-là, c'est toi qui lance. Ok. On a passé des mois à consulter des experts pour préparer la mission Biosphère. Alors c'est barré, mais en même temps c'est tellement génial quoi. Notre objectif, c'est de vivre dans un écosystème autonome grâce au low-tech. Ça répond à toute une problématique qu'on se pose de la capacité d'adaptation. Rien ne leur fait peur, quoi. Et c'est ça que je trouve génial. C'est parti? C'est parti. Le futur high-tech qu'on nous propose ne nous fait pas rêver. Du coup, on s'est projeté en 2009 pour imaginer un futur durable et désirable dans lequel les humains vivent en symbiose avec les autres espèces vivantes et les éléments de la nature. En fait, ça fait 10 ans qu'on cherche partout autour du monde des innovations low-tech qui permettent de produire de l'eau, de l'énergie, de la nourriture ou recycler les déchets et de manière accessible et durable. Ce mode de vie, on va le tester pour de vrai pendant 4 mois dans le désert mexicain en suivant un protocole scientifique. Cette expérience, on l'a appelée Mission Biosphère. On va vous raconter comment tout ça a commencé. On a choisi de s'installer dans le désert mexicain pour ces conditions extrêmes. Les zones arides s'étendent et de nombreux humains devront y vivre dans le futur. Nous, on veut relever ce défi. Dans ce contexte climatique, nous sommes convaincus que les low-tech nous permettront de vivre mieux tout en ayant un impact positif sur la planète. Pour réussir à concevoir ce nouveau mode de vie, on s'est entouré d'experts. Avec eux, on a conçu et designé des systèmes de production low-tech efficaces, pouvant fonctionner en synergie dans un même écosystème. On a donc calculé nos besoins, cherché comment y répondre, sélectionné les meilleurs outils et prototypé notre habitat. On vous montre tout ça étape par étape. Lors de notre préparation pour vivre dans la biosphère au Mexique, on a commencé par se questionner sur notre alimentation. À deux, nous allons expérimenter un nouveau mode de vie plus sain, plus respectueux de la planète. Et pendant 4 mois, notre défi sera de manger équilibré, à notre faim, tout en produisant le maximum de choses nous-mêmes dans un petit espace. Au cours de ces dernières années, nous avons trouvé la nourriture low-tech par excellence, la spiruline. Elle ressemble à une algue, mais c'est une cyanobactérie vieille comme le monde et ultra nutritive. Elle se nourrit principalement de soleil, d'azote et de fer. Il existe plusieurs moyens de lui en apporter. Nous, on utilise la technique la plus low-tech, un mélange de notre urine pour l'azote et de jus de clou rouillé pour le fer. La spiruline n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour se développer et elle nous apporte un maximum de nutriments. Et pour optimiser notre production, on est parti échanger avec des spiruliniers professionnels. On a de la chance, Juliette et Dominique sont à côté de chez nous, tout proche de Concarneau. Alors je crois qu'on s'est un peu perdu. Ça se mange ça? Ah, attends, vaut mieux pas, on sait pas trop. Oh. C'est bon? Ah ouais. On a suivi la carte pour aller à la ferme de spiruline de Rospico, qui est juste à côté de Concarneau. Pour être sûr de notre coup, on a pas mal de questions à poser à Juliette. Bon, on s'y connaît un peu en spiruline quand même, parce qu'on en cultive sur le bateau depuis des années. Mais on a besoin d'un petit stage de perfectionnement. La spiruline, pour nous, c'est un truc qui va être vraiment vital dans notre régime alimentaire. Et souvent, je me trompe dans les chemins et après, Caro m'en veut. Tu peux dire un mot sur la spiruline? Je suis dans le mal là. Tiens, filme. Et on l'aime beaucoup la spiruline parce qu'elle est vieille de 3 milliards d'années. Et du coup, c'est comme un ancêtre. Donc ça va être très intéressant pour nous pour toute cette reconnexion avec elle et avec le passé, le présent et le futur. La spiruline est une microalgue. En fait, c'est une cyanobactérie, une bactérie qui fait la photosynthèse, ce qui explique que les bassins soient verts à ce point. Hein. Elle contient beaucoup de chlorophylle. Elle pousse à l'état naturel dans les régions chaudes du globe. Et là où elle pousse, les populations locales la consomment depuis l'Antiquité. Elle a déjà beaucoup de protéines, beaucoup de fer, de minéraux et d'oligo-éléments, du fer, mais pas que. Voilà, et l'ensemble fait qu'on parle d'un super aliment. La spiruline, pour pousser, pour se développer, besoin de peu de choses finalement, hein, surtout de soleil et de chaleur. C'est pour ça que c'est intéressant de l'amener sur un espace réduit comme la biosphère.
On a plein de petites questions techniques parce que je pense qu'il y a plein de trucs qu'on fait pas hyper bien et on pourrait optimiser la culture. Peut-être qu'il faudrait regarder du côté de la grandeur du bassin. Alors elle va faire 10 mètres par 80 cm avec 10 cm de profondeur. Oui, nous on a 15. Mais on pourrait mettre 15 ? Oui. Du coup on aura plus de litres. Je ne sais pas comment vous allez presser. Nous, depuis peu, on utilise en fait un taffetas et ça marche très bien vu que y a une pression sur le tissu, sur la spiruline et du coup sur le tissu en dessous, l'eau passe. En tout cas, plus elle est pressée et plus elle est agréable à manger. S'il reste beaucoup de milieux de culture, c'est bof quoi. Et elle a un pH de 10,5, il ne faut pas l'oublier. Vous n'allez pas monter le pH à 10,5 je pense. On sait pas, on mesure jamais le pH. C'est un truc que vous faites souvent. Ah oui, d'ailleurs il faut qu'on le fasse là. Oui, ah ouais, on travaille qu'au pH, on travaille au pH. Ah oui. On peut regarder Ouais. Et voilà. Et là on voit le pH monter, c'est le chiffre en haut. Et en bas on a la température de l'eau. Une bonne moyenne c'est 10,2. Du coup, quand tu as un pH plus élevé, tu la nourris au CO2 ou comment tu fais? Quand le pH est élevé comme là maintenant, on va lui donner du CO2 et les 4 heures de CO2 va faire baisser le pH de 0,1 point, tu vois, au lieu de 10,64, elle sera à 10,54. D'accord. Dans les grandes lignes, quoi. Parce qu'en fait, si elle monte au-delà de 11 de pH, là, ça craint pour elle, elle n'aime pas. Ah ouais 11, elle peut mourir. Oui, il faut le surveiller attentivement quand même. Ici, c'est artificiel, on reproduit artificiellement son biotope naturel. Est-ce que c'est nécessaire pour nous d'avoir un microscope? C'est quand même bien de pouvoir l'observer, ouais. Parce que t'en déduis quoi, par exemple? Eh ben, sur la santé, déjà, par exemple, tu peux voir s'il n'y a pas trop de spiruline cassée, si elle n'est pas trop en gnocchi, c'est-à-dire resserrée. Mais c'est aussi de pouvoir vérifier qu'on n'a pas de micro-organismes. Tu crois qu'en 15 jours, on peut avoir un truc prêt à récolter ou 3 semaines ou... Ça dépend de ce que vous allez mettre dedans au départ. Ah oui, et ça se trouve, on va arriver avec juste un bidon de 5 litres et dans ce cas-là, tu l'augmentes très progressivement. Voilà, il faut l'augmenter progressivement, ouais. Il faut essayer de faire un bassin à géométrie variable. Oui, ok. Et vous allez faire sécher comment? Alors nous, on va la manger fraîche. Ah oui, directement. Vous n'allez pas la faire sécher du tout. Je pense qu'on va la manger dans la journée, en fait. Ouais, ça va être notre ration en protéines. Alors le projet Biosphère, pour ce que j'en sais, déjà c'est complètement fou quoi. Ils vont dans un truc complètement délirant, mais qui risque de fonctionner. C'est ça qu'ils veulent expérimenter. Rien ne leur fait peur quoi. C'est ça que je trouve génial. Et en tout cas, s'il reste une question, il y aura toujours quelqu'un pour trouver une réponse. Il ne faudra pas hésiter. Moi, je vais vous donner les coordonnées. Comme les astronautes qui partent dans l'espace, ils ont une base. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul. Houston de Rospico. Cool. Merci beaucoup, ouais. Avec plaisir. À la spiruline de Rospico. À la biosphère, alors. C'est un peu dissoute depuis tout à l'heure. Pour nous, la spiruline était l'aliment phare de notre régime alimentaire. Mais il fallait ensuite qu'on calcule précisément le reste de nos besoins nutritifs pour éviter toute carence. Pour vivre, tout être humain a besoin de nutriments. Protéines, lipides, vitamines, minéraux et glucides. Pour connaître les besoins adaptés à nos profils, on a utilisé la grille des ANC, les apports nutritionnels conseillés. Ce sont des recommandations moyennes selon l'âge, le sexe et l'activité physique. Pour chaque nutriment, on a calculé le nombre de grammes nécessaires par jour et par personne. Ensuite, on est allé fouiller plein de bases de données pour savoir quels aliments pouvaient nous apporter ces nutriments. C'est comme ça qu'on a choisi nos low-tech alimentaires. On trouvera nos lipides et glucides dans les huiles, les céréales, comme le maïs ou le riz, ou dans les légumineuses, comme les haricots secs, les lentilles ou les pois chiches. La production de ces aliments en plein désert n'a pas d'intérêt, car ils se transportent et se conservent facilement. Du coup, on fera appel à des agriculteurs bio sur place, au Mexique. Pour que ça reste accessible, on fixe le budget de ces intrants à 1 € par jour et par personne. Et nous pourrons les stocker pour toute la durée de l'expérience. Pour le reste, protéines, vitamines et minéraux, nous comptons sur la production low-tech d'aliments. Nous devrons pouvoir les produire localement dans la biosphère avec le moins de ressources possible. Nous aurons un élevage de grillons, un bassin de spiruline et des légumes-feuilles qui pousseront en culture hors sol.
Nous aurons aussi des champignons qui apporteront un peu de tous les nutriments, mais surtout du goût et du plaisir. Pour s'assurer que notre mode de vie futuriste et l'alimentation qui en découle sont bénéfiques pour notre santé, on a appelé Anthony Berthoud. Il est nutritionniste et suit nos aventures low-tech depuis longtemps. Bah alors nous, on a passé l'été un peu à courir à droite à gauche, à préparer la mission Biosphère du coup. Et puis on a fait quand même des essais, tu vois, de briques de l'écosystème qui nous paraît super. Mais maintenant, il va falloir le mettre à l'épreuve et le tester pendant ces 4 mois dans le désert. Là, pour le coup, ce qui va nous intéresser, c'est la masse maigre, la masse musculaire, pour vérifier que vous n'ayez pas de fonte musculaire. Ça veut dire que soit vous mangez pas assez dans l'absolu, c'est-à-dire que si vous dépensez plus d'énergie que vous n'en apportez, vous maigrirez. C'est juste que dans des situations extrêmes, c'est ce qui peut arriver parfois. Et c'est ça qu'il faut surveiller de près. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on pourrait éventuellement identifier, comme par exemple, je sais pas, les paupières qui clignotent ou ce genre de choses? Non, je sais pas, T'as souvent les paupières qui clignotent? On appelle ça les fasciculations. Autant pour moi. Beaucoup plus classe. Les fasciculations, en général, ça c'est plus lié au magnésium. Après, vu la qualité de ce que vous allez manger, je pense que normalement vous devriez être bien. Après, déjà, ça va être effectivement votre fatigue générale ou votre forme, au contraire. Au niveau de ce qu'on appelle les fanères, tout ce qui est peau, cheveux, ongles, une détérioration importante dans un sens ou dans un autre, ça peut être des signes d'alerte, quoi, si tu veux. Après, je vais vous demander tout ce que vous mangez en ultra détaillé, votre mode de vie, sur votre activité physique. Plus on les corrèle aux prises de sang que vous allez faire. Et comme ça, on aura des lieux précis de votre état nutritionnel. Ah ouais, intéressant. Ah bah, avec plaisir, ouais. Le protocole d'Anthony nous permettra de surveiller notre métabolisme avant, pendant et après l'expérience. Grâce à nos calculs, on devrait donc éviter les carences alimentaires. Ce projet de vivre à 2 dans une biosphère au Mexique est la suite logique de ma première expérience de biosphère en Thaïlande. Il y a quelques années, j'ai vécu seul pendant 4 mois sur une plateforme de bambou équipée de low-tech. Wow. Lors de cette expérience, il y a eu pas mal d'imprévus. Ils prennent mon sang, les moustiques, les mouches, elles mangent ma sueur. Et moi, j'ai rien en retour, donc elles sont au-dessus, je pense, dans la chaîne alimentaire. Mais les moments simples devenaient extraordinaires. Ça, c'est une bonne nouvelle. La Thaïlande, c'est là où j'ai installé ma première biosphère. Mais c'est aussi là où, pendant le tour du monde des innovations low-tech, avec Nomades des mers, notre voilier laboratoire, j'ai étudié l'élevage des insectes. Dans le monde, plus de 2 milliards de personnes en mangent régulièrement. Wow. Et depuis, Coco adore les grillons. Il en a même embarqué sur le bateau. Waouh, ça grouille! Aujourd'hui, le Nomade des mers est à quai et il continue d'être notre lieu de vie et du coup, d'expérimentation. Bon, on est bon là? Bah attrape-le peut-être. Bah non, j'ose pas trop. Allez, vas-y. Mais j'aime pas ça. Ah non, il se casse. Ah, j'ai peur de lui faire mal. Allez, il est où le bocal? Il est où? Il y a un pot là. Depuis quand est-ce qu'on a des grillons qui s'échappent sur le bateau? Bon alors depuis que tu fais des tests de grillons dans la volière à mouches. Sauf que maintenant on se retrouve avec plein de grillons un peu partout dans le bateau et des fois ça chante, tu sais pas où ils sont, tu peux pas dormir, tu vois. Et des fois on se réveille la nuit parce qu'on a un grillon qui nous est monté dessus. On est d'accord? Il a un chant tellement vicieux qu'il a... Genre il fait pas... Ah, il fait... Ah, et du coup, t'as l'impression qu'ils sont plusieurs. Les décibels, ça peut monter très vite avec les grillons. Là, t'as été gêné par 3 grillons pendant la nuit. Sur Biosphère, il va y avoir des dizaines de milliers de grillons. Boule qui aise. Végétal. Allez, ciao. En plus d'être bons musiciens, les grillons sont une excellente alternative à la viande pour faire le plein de protéines tout en limitant l'impact sur l'environnement. Ils sont aussi source de vitamine B12 qu'on peut trouver dans le règne animal et qui est indispensable à l'être humain. Même si on les mange, on veut prendre soin de nos futurs colocataires. Alors, on s'est demandé comment arranger au mieux leur lieu de vie. On a prévu de les installer dans des boîtes à œufs posées à la verticale pour que leur habitat reste propre. Et on sait aussi qu'ils adorent les feuilles fraîches. Pour leur alimentation principale, on va leur donner des larves de mouches soldats noires.
Ce sont des insectes qui recyclent les déchets. Mais ça, on en reparlera dans l'étape numéro 2. Après les protéines apportées par la spiruline et les grillons, on a voulu réviser la culture de légumes-feuilles. Les légumes-feuilles, ce sont des plantes dont on consomme la feuille. Ça va des épinards à la menthe. Ils sont indispensables pour une alimentation équilibrée, riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Ça a été mon challenge sur la biosphère en Thaïlande. Je voulais absolument réussir à cultiver des plantes avec des engrais organiques. Ma première méthode n'avait pas marché. Et au milieu de l'expérience, j'ai mis au point un système d'hydroponie qui a tout changé. L'hydroponie est un système de culture hors sol. Pas besoin de terre, les nutriments nécessaires aux plantes sont mélangés directement dans l'eau où baignent les racines. Cette technique de culture est efficace là où il n'y a pas de bonne terre. Elle est ultra compacte et surtout, elle demande très peu d'eau. Il existe plusieurs façons d'apporter les nutriments dans l'eau des plantes. Nous, on voulait que ce soit 100% low-tech. On est donc allé voir une experte qui teste différentes méthodes. Alors ici, on est à l'Agrolet du Gers, dans le sud-ouest de la France. Et donc vous êtes dans une micro-ferme hydroponique qui s'appelle Les Sourciers, où on fait pousser des aromates, des fleurs comestibles et des micro-pousses. On vit au rythme des saisons, parce qu'ici on est dans une serre non chauffée, sans lumière artificielle. Et donc on doit vraiment s'adapter à la météo. Il y a des rotations au niveau des plantes et c'est jamais les mêmes plantes au fur et à mesure de l'année. On peut se nourrir que de légumes-feuilles sans se lasser, parce qu'il y a tellement de saveurs différentes. Il y a des plantes plus ou moins épaisses, plus ou moins croquantes, plus ou moins juteuses. Une fois qu'on a vraiment réussi à faire pousser une plante et qu'on l'a mangée, c'est tellement gratifiant, c'est tellement incroyable que ça donne envie de continuer à cultiver, même sur des tout petits espaces. Et puis c'est un monde, un règne qui est incroyable, fascinant, sans fin. Il y a plein de couleurs différentes, de goûts différents, de plantes différentes, alors qu'elles mangent toutes la même chose. Elles mangent les mêmes minéraux, mais pas dans la même quantité. Et en fait, ça va dépendre surtout de leur stade de développement. Est-ce qu'elles sont en train de faire des feuilles? Est-ce qu'elles sont en train de faire des fruits? Est-ce qu'elles sont en train de faire des fleurs? Donc ici, dans l'eau, on reproduit au maximum ce qui se passe dans la nature. Ce qui est vachement cool avec l'accès aux racines, c'est que du coup, on peut voir un peu l'état de santé de la plante. Ok. Juste en regardant les racines. Wow. Salut mon petit chat. Génial. Plus une racine elle est blanche, plus la plante est en bonne santé. Et donc elle absorbe les éléments qui sont mélangés avec l'eau. Exactement. On met les éléments dissous dans l'eau, les éléments nutritifs, donc les petits ions dont elles ont besoin de manger. Et donc c'est dissous dans l'eau et c'est comme ça qu'elles les mangent. Et après, généralement, on a des racines qui sont assez petites en hydroponie parce que comme on leur met tous les éléments à disposition, elles n'ont pas besoin de se fatiguer. Et donc ici, souvent, on dit que ça pousse un peu plus vite qu'en terre parce que justement, comme elles n'ont pas cette dépense d'énergie à faire pour aller chercher les éléments, toute cette énergie, elle va plutôt le mettre dans le feuillage. Et donc voilà. Vous emmène goûter des trucs? Ouais. À votre avis, ça a du goût l'hydroponie ou pas? Moi, je sais déjà que oui. C'est acide, ça lie un peu les doigts, ça devient violet. Comme la betterave. Wow. Sur un dessert au chocolat. La saveur. Ah, c'est fort comme goût. Ouais. Pas mal pour le petit déj. C'est pas mal. C'est bon. La salade de cressonnière. Ah ouais. C'est génial. Excellent. Dans sa ferme hydroponique, Marion introduit dans l'eau un mélange de nutriments prêts à être assimilés par les plantes. C'est très efficace, mais dans la biosphère, nous voulons produire nous-mêmes nos engrais pour valoriser nos déchets. Marion pratique aussi une version totalement low-tech de l'hydroponie, la bioponie. Grâce à la bioponie, c'est notre urine qui fournira les nutriments. Mais pour que ça marche, il faut que des bactéries transforment l'ammonium de notre urine en nitrate et autres nutriments assimilables par les plantes. Et pour ça, on avait besoin d'un biofiltre. Cool. Bon, ça grouille de vie là-dedans? Ouais, on le voit pas, mais c'est plein de vie. En fait, c'est le biofiltre. Donc pour simplifier, c'est la maison des bactéries. En gros, on leur installe tout ce qu'ils aiment pour que les bactéries elles arrivent. Et donc ce qu'elles aiment, les bactéries, c'est un endroit avec une structure poreuse, de l'eau et de l'oxygène. Donc on leur met tout à disposition ici, en low-tech, en fabrication maison. Pas besoin d'un truc très compliqué, très technologique. Ça, c'est des billes d'argile. C'est de l'argile à haute température, il fait pouf et il devient très poreux. Et ça, c'est de la pouzzolane, donc c'est la roche volcanique qui est naturellement poreuse. Et donc, comme c'est plein de micro-cavités, les bactéries, elles peuvent s'y installer et fonder un foyer. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce système hors sol, c'est que l'eau, elle tourne en circuit fermé et du coup, tu as besoin de beaucoup moins d'eau. En fait, j'avais lu que c'était quelque chose comme jusqu'à 10 fois moins d'eau que de la culture en terre. Ouais, c'est exactement ça. Il y a
très peu d'évaporation. Et puis en terre, il faut imaginer, tu prends ton arrosoir, tu verses. Peut-être que la plante, elle va en choper juste un petit peu, mais le reste, ça repart dans les nappes phréatiques. C'est pas perdu non plus, hein, ça fait partie d'un cycle qui est plus grand. Donc on utilise très peu d'eau. Ici, j'utilise beaucoup moins d'eau sur toute ma ferme qu'à la maison. Je pense que quand tu récoltes la feuille et que tu la manges directement, tu as vachement plus de vitamines et de minéraux que si tu l'achètes dans un marché où elle a fait des kilomètres et des kilomètres. Peut-être quelquefois elle a eu des pesticides, quelquefois elle a eu des carences. Alors que ouais, là, tu peux pas faire plus proche. Ouais. Ah, c'est fou. C'est un peu sucré. J'ai commencé à concevoir un menu biosphère et en fait j'ai un gros problème au niveau nutritif. Je ne sais pas trop quels légumes feuilles on peut faire pousser et qui ont vraiment un apport nutritif intéressant pour nous. Donc c'est cool, là on a vu plein de petites aromates qui vont vous apporter un peu de saveur mais qui ne vont pas forcément vous tenir au corps. Donc il faut vraiment réfléchir à des plantes qui vont en plus vous apporter un petit peu plus de matière. Donc là ça c'est un joli challenge avec votre climat, la temporalité et le fait qu'il faut pouvoir manger un maximum des parties de la plante. Il y a de quoi bien se chauffer les neurones. Trop bien. Grâce au sourcier, on a appris comment cultiver avec 10 fois moins d'eau des plantes pleines de goût et de nutriments comme la Lipia dulcis, la ciboule de Chine, l'oxalis, la sauge ananas et plein d'autres variétés. Un véritable petit paradis comestible. Je pense que sur notre expérience sur Biosphère 2, ça va ressembler peut-être un peu plus à ça, parce qu'on va mixer plein de plantes différentes. Et on va avoir des lianes aussi pour faire de l'ombrage. Ah ouais. En décidant quels allaient être nos aliments et dans quelle quantité on en avait besoin, on a pu calculer les espaces nécessaires à l'élevage et à la culture. C'est comme ça qu'on a dimensionné tout l'écosystème de la biosphère. Le bassin de spiruline fera 8 mètres carrés et sera exposé au soleil. Au-dessus seront suspendus 10 mètres de rails de bioponie. Les plantes grimpantes nous permettront d'avoir un peu d'ombre. L'espace de vie des grillons fera 3 mètres carrés et sera placé au bout de la biosphère. C'est avec cette base qu'on a aussi pu calculer la quantité d'eau à produire, d'énergie à générer et de matériaux à utiliser. Mais on verra ça dans les étapes suivantes. Moi je trouve ça incroyable qu'avec peu d'eau, J'aime pas le basilic. super, avec du soleil, de l'air et de l'urine transformée par des bactéries, tu puisses avoir un truc qui est hyper bon pour la santé, plein de vitamines et de minéraux. Et qui pousse à foison. Et qui pousse à fond. Qui ne demande qu'à être cueilli. C'est demain, c'est maintenant, c'est 2090, c'est l'hélotech, c'est le futur. Pour moi, si déjà on bouffe bien en 2090, je suis content.